Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Test concernant les données de l'accessibilité. Alors nous sommes 42 participants aujourd'hui. On va se mettre en route tranquillement, le temps de laisser aux uns et aux autres le temps de s'installer et de se connecter. Alors, bonjour à tous, donc vous avez trouvé l'onglet chat du webinaire que vous connaissez maintenant assez bien puisque c'est le 10e de l'année qu'on fait. Les vacances de la Toussaint, les vacances scolaires, mais on s'est dit qu'on maintenait quand même la date prévue, puisque après les webinaires sont disponibles en replay. Donc aujourd'hui, on a choisi le thème de l'accessibilité. C'est un thème très important dans les SIG en général. C'est un thème qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans Géo Grand Est et puis dans Data Grand Est avec par exemple la notion d'ERP, de base de données ERP, qui intéresse beaucoup les SDIS, mais aussi les DDT. Il y avait eu un groupe de travail qui avait existé et puis qui avait été plus ou moins laissé de côté. Et donc, on s'est dit que l'accessibilité, c'était un moyen très intéressant de revenir sur cette thématique. Et par la même occasion, on a cherché à l'élargir un petit peu, puisque c'est pas seulement des ERP qu'on va parler, mais on va parler en fait de toute la chaîne de déplacement, donc la voirie, les espaces publics, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, eh bien tout ce qui concerne le signalement de l'accessibilité avec la plateforme Accès Libre. Alors ce webinaire, eh bien, et voilà, il s'inscrit dans le programme assez large des webinaires dont j'ai parlé. Donc c'est le 10e de l'année qu'on fait. Il n'y en aura pas au mois de décembre, puisqu'en fait, vous le savez, nous organisons la grande journée régionale de la donnée le 29 novembre. Et donc, on s'était dit qu'on n'aurait pas le temps, que ça serait un petit peu court pour organiser un webinaire le 1er novembre. Par contre, on vous donne rendez-vous dès l'année prochaine, à partir du 12 janvier, sur le sujet les métiers de la data. On vous donne rendez-vous aussi sur la journée régionale de la donnée, la deuxième rencontre qu'on a intitulée « Comment piloter nos territoires en quête de sobriété ». Voilà, on a choisi aussi une thématique d'actualité, la sobriété au sens large, que ça soit foncière, numérique, tout ce qui concerne la mobilité, mais aussi énergétique. Donc, on espère vous retrouver nombreux à Strasbourg le 29 novembre. Pour vous inscrire et pour connaître le programme en détail, vous pouvez aller sur notre site internet dans l'agenda. On a aussi envoyé plusieurs mails pour vous inviter à vous inscrire. Alors, au programme aujourd'hui, nous aurons 3 interventions. Donc, tout d'abord, Julia Zucker, qui travaille à la délégation ministérielle à l'accessibilité, qui nous parlera de la plateforme Accès Libre, la plateforme collaborative de l'accessibilité des ERP. Dans un deuxième temps, Thomas Lapierre de la DDT de l'Aube nous rapportera le suivi des établissements recevant du public au niveau de la DDT de l'Aube. Et puis enfin, Marc Peter de l'Eurométropole de Strasbourg nous décrira comment il a pu mettre en place un plan de mise en accessibilité de la voirie des espaces publics dans sa métropole. Quelques règles d'utilisation de la plateforme Livestorm que vous connaissez déjà maintenant assez bien. Donc l'onglet chat, c'est pour se dire salut, pour envoyer des petits émoticônes par exemple. Et les vraies questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde, eh ben, je vous invite à les poser donc dans l'onglet questions. Et puis pour accéder au webinaire, eh ben voilà, on vous recommande Chrome de préférence. Suite à ce webinaire, eh bien, toutes les vidéos seront mises en replay sur Data Grand Est et puis aussi les présentations transmises par nos intervenants. Voilà, j'espère que tout est OK. Merci à tous. Je remercie tous les intervenants de ce webinaire, Marc, Thomas, Julia et Clara, qui nous accompagnent en tant que AMO d'animation sur les webinaires qu'on fait. Voilà pour l'introduction. Julia, je vais mettre votre présentation et puis je vais vous laisser la parole pour Accès Libre. Très bien, merci. Bonjour à tous. J'avais juste une petite question. Antoine, est-ce que j'ai la main sur
sur la présentation Oui, vous avez la main sur les côtés, vous avez des flèches gauche et droite pour naviguer. Parfait. Ok. Du coup, alors voilà, moi, comme l'a dit Antoine, hein, je m'appelle Julia Zucker, je travaille à la délégation ministérielle à l'accessibilité et depuis 2 ans, je suis à la manœuvre sur le développement et le portage d'accès libre, qui est l'objet de la présentation de ce jour. Brièvement, avant d'entrer plus avant dans le détail du concept et de la présentation de ce produit, Accès Libre, c'est ce qu'on appelle une start-up d'État, c'est-à-dire qu'on fait partie intégrante de l'incubateur interministériel gouvernemental qui s'appelle Betagouv, d'où notre URL en accèslibre.beta.gouv.fr. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Cet incubateur, il existe depuis, ça a été initié sous le gouvernement Hollande, repris et amplifié sous le précédent quinquennat Macron, et bien évidemment, ça s'installe dans le temps. L'idée, c'est de favoriser les idées innovantes, notamment en matière de numérique, mais pas que, mais principalement via le numérique, favoriser et permettre l'émergence de solutions innovantes numériques au sein de la fonction publique. Voilà. Et donc, il y a un certain cadre qui est posé avec des appels à projets qui sont retenus ou rejetés et qui, derrière, quand ils sont retenus, il y a des débuts de financement qui sont mis en place pour permettre d'initier, d'amorcer ces pompes. Accès Libre a répondu à un appel d'offres fin 2019 et on est sur les rails concrètement depuis début 2020. Alors, la méthode est toujours la même au sein de Betagouv. Il s'agit de mettre en place des produits qui apportent une solution. Et on est très attendu de la part de nos financeurs et de nos sponsors, notamment en matière d'impact et d'utilité. C'est-à-dire que la solution, pour qu'elle soit considérée comme pertinente, il faut qu'elle soit utile et qu'elle ait de l'impact en réponse au problème qui a été constaté. Donc, on a toujours un constat de départ qui constitue un problème et le produit vient apporter une réponse pertinente à ce problème-là. En l'occurrence, le constat de départ pour Accès Libre, c'est le fait qu'aujourd'hui, en 2022, alors c'était déjà le cas en 2020, mais 2 ans plus tard, c'est toujours le même constat, même si Accès Libre est là et commence à apporter des débuts de réponse, mais on est loin du compte encore. En 2022, on a de plus en plus dans nos usages Internet, que l'on soit sur ordinateur ou sur mobile, et notamment lorsqu'on est en situation d'aller chercher de l'information. Les informations, maintenant, ça passe par le numérique, ça passe par nos moteurs de recherche, principalement. On se confie, je pense, en très grande majorité. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à peu près 55. On n'a pas le temps de faire un sondage, mais je serais prête à parier qu'on serait au moins 50 à utiliser notre ami Google pour poser nos questions et espérer avoir des réponses pertinentes. Or, ce charmant ami Google, lorsqu'on lui pose tout un tas de questions, il est extrêmement performant, mais de façon assez magique, malheureusement, hein, c'est pas la bonne magie, de façon assez magique, lorsqu'on le questionne sur notamment ces questions d'accessibilité, ces informations d'accessibilité pour des lieux ouverts au public, alors là, même Google se retrouve bien en peine pour apporter des réponses pertinentes. Ça ne veut pas dire que Google est mauvais, ça veut juste dire que sur le web, sur l'immensité de la toile du web, il n'y a quasiment pas d'infos, puisque même le moteur de recherche, un des plus puissants au monde à ce jour, ne parvient pas à pousser des informations satisfaisantes à l'internaute. Voilà, alors que dans le même temps, hein, si on doit finir de problématiser ce problème, on est face à un web particulièrement silencieux. On pourrait se dire, oui, mais si ça concerne que 2-3 personnes, cela pourrait s'expliquer et ne pas constituer véritablement en soi une difficulté, certes, sauf que ça n'est pas le cas. On est évidemment avec une population intéressée pour ces informations très spécifiques. C'est une population qui est
minoritaire. Cela étant, elle constitue, cette population, une minorité qui est loin d'être anodine, hein, puisqu'on parle de 12 millions de personnes. Alors, c'est un chiffre INSEE qui commence à dater, mais il n'y a jamais eu, hein, depuis 2001, il me semble, hein, d'enquête INSEE du même niveau que celle qui a fait émerger ce chiffre-là. Cela étant, dans les différentes petites enquêtes qui ont pu avoir jusqu'à présent, depuis cette date, le chiffre reste stable. Donc, on parle de 12 millions de personnes handicapées. Si on doit rajouter à cela, dans les difficultés de mobilité également, les problématiques liées aux seniors et au vieillissement, qui sont extrêmement similaires, hein, dans les problématiques et dans les enjeux de réponse au vieillissement, on compte 10 millions, hein, de seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont 70 ans et plus. Donc, on est à quelque chose qui nous porte à plus de 20 millions de personnes. C'est loin d'être quelque chose d'anodin. Voilà, donc on est avec un public important, cela étant un web qui est silencieux, alors que les informations dont ces personnes ont besoin sont d'une criticité aussi forte que n'importe quelle autre info pratique. C'est-à-dire que si on vous donne rendez-vous au bar ou au restaurant bidule, si vous n'avez pas un certain nombre d'infos, notamment l'adresse, vous ne pourrez jamais vous y rendre. Eh bien, dites-vous que c'est du même acabit en ce qui concerne les informations d'accessibilité pour ces personnes. Alors, quelle réponse face à ce constat? Il y a Accès Libre que je vous présenterai dans un second temps, mais d'abord, il y a également une réponse légale, c'est-à-dire que Accès Libre est loin d'être le premier outil à se mettre sur ce créneau-là, mais il y a également eu au niveau théorique, au niveau législatif, une prise de conscience et des réponses qui ont été apportées. D'abord, les dispositifs ADAP, ESDAP, agenda d'accessibilité programmée, et schéma d'accessibilité programmée. Les ADAP concernent le cadre bâti, les ESDAP concernent les transports. Les collectivités les connaissent bien puisqu'elles ont été doublement concernées par cette obligation qui date de 2015, hein, 1er janvier 2015. Les dispositifs sont entrés en vigueur. Où là, concrètement, l'ensemble du cadre bâti existant et l'ensemble des réseaux de transport existants sont rentrés dans des dispositifs, à savoir le monde est devenu binaire, c'est-à-dire soit on était accessible, soit on ne l'était pas. Si on n'était pas accessible, on rentrait dans les ADAP ou on rentrait dans les SDAP. Voilà, ça, c'était pour mettre en œuvre et réaliser cette accessibilité réelle, une accessibilité effective. Il y a un deuxième moment qui est extrêmement important. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de ces programmes de mise en accessibilité lorsqu'on est sur un patrimoine ou sur l'ensemble des réseaux, qui est de faire savoir. Voilà. C'est important de faire savoir, non pas que l'on a tout fait, mais que l'on fait. Parce que si l'on attend dès 3 ans, 6 ans, 9 ans, dites-vous bien que c'est encore autant d'années où vous avez un certain nombre de personnes qui restent en attente, qui a l'impression que rien n'avance alors qu'il y a des choses qui sont faites et qui, en plus, n'utilisent pas, ne commencent pas à utiliser des équipements ou des aménagements qui, pourtant, ont été réalisés directement pour ces personnes. Donc, c'est un manque à gagner des deux côtés. Ces dernières années, alors ça doit être 2018 ou 2019, je commence à me perdre dans cette LOM. La loi d'orientation des mobilités a prévu dans quelques-unes de ces dispositions, pareil, hein, d'insister sur le faire savoir en imposant la collecte des informations d'accès des transports, hein, des points d'arrêt, mais également de la voirie aux abords de ces points d'arrêt sur 200 mètres. Donc c'est une mesure qui est aussi ambitieuse qu'elle est pertinente en matière d'impact pour les personnes. Pourquoi ambitieuse? Parce que c'est un vaste chantier qui est complexe, mais dites-vous que l'impact et l'utilité que cela veut avoir est extrêmement fort. Donc ça, pour la LOM, on était côté mobilité, transport, hein, et voirie, ce qui est très logique parce que c'est le périmètre de la LOM. Cela étant, ils ne sont pas allés au bout de cette fameuse chaîne du déplacement dont parlait Antoine en introduction. N'oubliez pas, hein, en accessibilité que ce concept de chaîne du déplacement est essentiel. Hein. La chaîne du déplacement, c'est je vais d'un point A à un point B. Je dois m'assurer
moi, en tant que personne en situation de handicap, quel que soit mon handicap, et c'est là la difficulté, c'est que on ne va pas avoir les mêmes besoins selon le handicap que l'on a. Comment je m'assure que je peux partir du point A pour arriver jusqu'au point B sans encombre? Et c'est ça hein, la réponse que propose la LOM dans ses dispositions. Mais il manquait l'ultime point, c'est-à-dire le point de destination dans un déplacement. Il n'y a pas 40 000 destinations. Hein. Soit vous allez chez quelqu'un d'autre, on est dans du logement, soit vous allez à votre travail, soit vous êtes en extérieur. Et dans ce cas-là, la LOM suffit. Mais si vous allez dans un troisième intérieur, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle un ERP, un établissement recevant du public, un lieu ouvert au public. Et cela, on est très souvent en situation d'inconnu, alors sauf quand on va dans sa boulangerie, ces ERP que l'on connaît parce qu'on les fréquente quotidiennement ou quasi quotidiennement. Mais dès qu'on est en situation un petit peu plus de découverte, alors là, le besoin d'information pour pouvoir organiser sa sortie devient extrêmement critique. Et dans ces questions de mobilité, eh bien, le point de destination mérite autant d'être décrit que le reste du cheminement. Donc, quid du côté cadre bâti? En termes de réponse légale, il existe hein, ce qu'on appelle le registre public d'accessibilité qui est en place depuis 2016, qui venait déjà chercher à répondre à cela, c'est-à-dire que chaque établissement en santé public a l'obligation d'élaborer et de mettre à disposition un registre public d'accessibilité qui est là pour apporter un certain nombre d'informations sur les équipements et la conformité administrative de l'ERP. C'est une disposition qui est peu connue et peu respectée et donc qui a un impact extrêmement modéré. On pourrait également s'interroger hein, sur la pertinence du contenu qui est exigé dans la loi pour le registre public d'accessibilité. En effet, pour vous donner juste un exemple, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour une personne en situation de handicap? C'est de savoir que le RP est sous ADAPT ou c'est de savoir que, attention, à l'entrée, il y a une marche, mais que cette marche, elle peut être passée grâce à une rampe amovible. Bon, bah, c'est évidemment le deuxième cas. Voilà. Ça, ce deuxième cas, ce sont des informations extrêmement concrètes de description d'accessibilité que propose et que pousse Accès Libre, mais qui avaient totalement été laissés de côté dans le registre public d'accessibilité. Voilà. Et donc, aujourd'hui, du fait de ce silence du web et de le pas d'équivalent de l'homme pour le côté cadre bâti, en fait, on est parti sur la création d'un outil très opérationnel, qui est à la fois un outil de collecte et un outil de réutilisation des informations d'accessibilité, justement, qui est mis à disposition de tous pour permettre d'enclencher un mouvement et surtout d'enclencher un mouvement de façon un peu plus organisée à travers notamment l'élaboration et la mise à disposition de données formatées. Ainsi, si l'on additionne la LOM plus Accès Libre, on se retrouve avec, cette fois-ci, une belle couverture de la chaîne du déplacement. Les dispositions théoriques de la LOM avec cet outil qui est en train cet outil de collecte qui est en train d'être développé, et de l'autre côté Accès Libre, on se retrouve avec une globalité et une pertinence pour le public. Cette pertinence, on l'a déclinée également dans ce qu'on appelle les formats de données. Il est important lorsque on essaye de faire circuler des données, et là on parle évidemment d'open data, non seulement parce que la LOM a imposé cette open data, mais parce qu'on s'inscrit de façon tout à fait logique dans le cadre de la loi pour une république numérique qui date de 2016 et qui venait imposer l'open data notamment aux collectivités en ce qui concernait entre autres les données d'intérêt général. Depuis 2016, une collectivité qui se lance dans de la collecte et de la mise à disposition ou pas d'informations d'intérêt général, ces informations-là doivent être en open data. Et les données d'accessibilité sont des données d'intérêt général, bien évidemment. Donc on est
dans une logique d'open data, c'est-à-dire qu'il faut que les données circulent au maximum et soient le plus facilement réutilisables. Et pour que des données soient les plus facilement réutilisables, il faut qu'elles soient formatées et standardisées. C'est ce qui a été fait. On a travaillé sur un peu plus d'un an, entre fin 2019 et je dirais même 2 ans au final, et fin 2021. Il a été organisé sous l'égide du CNIJ des travaux pour créer des standards, un standard voirie et un sous-groupe à travailler sur le standard ERP. Accès Libre s'est mis en cohérence le plus possible avec ce standard. On a 2 ou 3 champs qui diffèrent, mais sur le reste des données, on est aligné. Pourquoi ? Parce que l'objectif d'Accès Libre, c'est de collecter ces informations d'activité concernant les ERP. On a plusieurs ambitions en matière de réutilisation des données, une ambition plus thématique, c'est-à-dire que admettons, j'ai collecté, on a mené des grosses actions de collecte sur les cinémas. Maintenant, on aimerait que les gros acteurs du web de cette thématique-là viennent réutiliser nos données. Mais on a également des ambitions sur un angle plus transversal, cette fameuse chaîne du déplacement. Et là, c'est là où ce format et cette cohérence, elle est extrêmement pertinente parce que des acteurs de la mobilité qui vont produire des calculateurs d'itinéraire ou parfois des systèmes de cartographie qui viennent rassembler différentes infos, que ce soit sur la voirie, sur les transports ou sur les ERP, alors là, le fait qu'on parle la même langue facilite bien évidemment la réutilisation parce que on réduit au maximum tous ces travaux de reformatage des données qui sont extrêmement coûteux en temps et en temps homme également pour faire tout cela. Voilà, donc Accès Libre, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un site internet qui propose 2 parcours. Un parcours de collecte d'informations à travers un formulaire où les données sont les questions sont extrêmement simplifiées. C'est-à-dire, elles sont simplifiées de 2 manières. On a limité le nombre de questions. Alors, il y en a un certain nombre quand même. Cela étant, par rapport à l'exhaustivité que pourrait viser un tel formulaire, on a divisé par 3, voire par 4 le nombre de questions qu'on aurait pu poser. Donc, on s'est concentré sur les informations les plus importantes, les plus critiques lorsqu'une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, va se poser pour anticiper son déplacement. Donc, on est sur une collecte simple comme ça, c'est-à-dire qu'on a limité au maximum aux informations les plus impactantes. Et deuxièmement, on est sur des données propices à l'open data. Et c'est très bien parce que ça facilite la collecte. C'est oui ou c'est non. C'est de la liste, c'est-à-dire qu'on va choisir des réponses dans une liste. C'est extrêmement formaté, mais pour le contributeur, ça veut dire qu'il est extrêmement guidé. Et ça simplifie grandement l'exercice de contribution, qui est une contribution collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut se créer un compte et venir apporter les informations qu'il possède sur l'accessibilité d'un ou de plusieurs ERP qu'il connaît. Ça, c'est pour la partie faire entrer de la donnée. On peut également faire entrer de la donnée via notre schéma de données qu'on met à disposition et des fichiers que l'on nous transmet et que nous, on importe dans leur globalité. Et de l'autre côté, on a une interface qui vient pousser et exposer ces données pour les mettre à disposition des lecteurs. Ce qu'on ne souhaite pas sur Accès Libre, c'est que Accès Libre soit un sanctuaire à information et que les internautes en situation de handicap, parce que en situation de handicap, ils doivent en passer par une étape supplémentaire qui serait de venir consulter les informations sur un site dédié. Ce qu'on veut, c'est que ces infos soient réutilisées et que un site qui vient me parler, je ne sais pas, de restaurant, on va prendre la fourchette par exemple, je vais consulter la fourchette, je suis en situation de handicap ou non, je choisis mon restaurant et je trouve toutes les informations pratiques du restaurant que j'ai choisi, y compris les informations d'accessibilité, parce que ça c'est un usage normalisé du web.
Voilà, alors globalement, hein, c'est tout petit, c'est pas du tout accessible, n'est-ce pas? Mais on est avec ces informations, le site, il est évidemment responsive, hein, on peut collecter en mode nomade via son téléphone. Très rapidement, quelques chiffres. Aujourd'hui, après 2 ans, on est entré en phase d'accélération. Donc, la donnée commence à amener de la donnée et les partenaires commencent à amener d'autres partenaires et c'est extrêmement gratifiant aujourd'hui pour l'équipe. Depuis juin, on estime notre accélération. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 113 000 ERP en base, un petit peu plus. On a des gros acteurs, à la fois publics et privés, qui commencent à discuter avec nous. Donc, servicepublic.fr qui finalise les différents branchements en ce moment même. On est censé avoir une livraison dans les jours qui viennent pour les échanges de données. Google Maps également, un gros acteur privé qui viendrait récupérer quelques-unes de nos informations d'accessibilité pour les pousser sur leur Maps. On fait des collectes thématiques, donc sur ces actions-là, on fait des jolis sauts. Les restaurants, on a fait des actions de collecte sur les restaurants, sur les lieux culturels, sur les mairies, et ça, c'est amené à se répéter dans le temps pour faire gonfler cette base et susciter toujours plus d'appétence. Ça, je vous ai poussé, je m'arrêterai là derrière, hein, un exemple de ce qu'on appelle le widget. Hein, je vous ai parlé de réutilisation. Typiquement, vous avez là, c'est un bout de page d'une agence immobilière qui a renseigné Accès Libre, qui a renseigné ces informations de l'ensemble de ces agences dans la plateforme. Et sur chaque page web de chacune de leurs agences, ils ont, comme à chaque fois, hein, un bloc info pratique. Et eux sont venus rajouter cette petite phrase-là, les informations d'accessibilité. Lorsqu'on clique dessus, alors s'affiche une modale qui vient vous présenter un résumé de la fiche d'Accès Libre, un résumé synthétique des informations présentes sur Accès Libre. Si les gens veulent en savoir plus, ils cliquent sur ce petit lien de redirection qui les amènera sur les informations complémentaires. Voilà. Autre exemple, sortir à Paris, pareil, ils ont choisi juste ce petit mot-clé. Dès qu'il y a un article qui parle d'un lieu que nous, on a en base, le branchement des 2 API a été fait de telle sorte qu'il gère à la fois le stock et à la fois le flux. Et donc, on se retrouve avec un bloc info pratique qui vient récupérer et afficher ces informations d'accessibilité. Voilà, je m'arrête là. Je pense que j'ai dû un petit peu manger le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse-là. Vous pouvez également récupérer mon mail au besoin par l'intermède d'Antoine. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julia. Merci pour ce coup de projecteur sur ce projet Accès Libre, très ambitieux. Moi, j'ai été voir les données et sur le Grand Est, j'ai compté 14 800 points de données dans notre région. Oui, alors, petit point, excuse-moi Antoine, je te coupe, on a au sein du ministère les directions départementales des territoires, mais je vais laisser Thomas présenter les choses, mais évidemment, on a commencé à mobiliser ces acteurs-là qui travaillent, qui sont nos collègues, sur Accès Libre, et un certain nombre d'entre eux commencent à se saisir de l'outil et sont des grands pourvoyeurs de données, et c'est extrêmement précieux parce que ce sont par défaut des données de grande qualité. Donc, dans le Grand Est, vous avez effectivement la chance d'avoir plusieurs départements, plusieurs DDT qui ont commencé à utiliser l'outil. Et ça peut être vraiment très intéressant de surfer sur cette vague et de venir piocher dans ces données quali totalement gratuites et à dispo. Ok, merci. Je me tourne vers Clara pour prendre quelques questions.
Alors effectivement, nous avons pas mal de questions. Ça va peut-être être compliqué de répondre à toutes. Cela étant, si on n'y répond pas en séance, on y répondra ultérieurement. Alors, une première question, est-ce qu'il y a un lien entre accès libre et OpenStreetMap? C'est une question qui rejoint un peu la question de la licence et de la diffusion des données. Sous quelle licence les données sont diffusées? C'est une bonne question. On a commencé des échanges avec OpenStreetMap et nous sommes aujourd'hui un petit peu en but avec cette histoire de licence, puisque nous, on est en licence ouverte. Et que OpenStreetMap est en ODBL. Voilà, il y a des réflexions qui sont en cours pour essayer de mesurer un petit peu quel serait l'impact d'OSM sur accès libre, c'est-à-dire l'ensemble de ce vivier de données présentes en ODBL. Est-ce qu'on pourrait, comment est-ce que ça pourrait venir alimenter de façon un peu automatique accès libre pour essayer justement de mesurer cet impact, encore une fois, et de voir si, par l'impact, on ne pourrait pas réussir à faire pivoter l'État sur cette question de licence, puisque vous n'êtes pas sans savoir, enfin, on a choisi la licence ouverte, nous, pour nous faciliter la tâche, notamment au niveau des réutilisateurs privés, mais il y a une position plutôt officielle sur l'utilisation des licences qui est que pour les produits qui dépendent d'Etalab, on est sur de la licence ouverte. Très bien. Merci. Alors, il y a une autre remarque. Vous avez indiqué que n'importe qui peut venir signaler une information concernant plusieurs ERP. Ces contributions-là, faites par le grand public, sont portées à connaissance de tous. Alors, c'est une partie d'une question et que je me permets de grouper avec une autre question qui est: est-ce qu'il serait possible d'imposer aux établissements publics de venir remplir cette plateforme, justement, pour leurs implantations? Ça serait effectivement intéressant. Maintenant, alors, c'est vrai que quand il y a certains produits de start-up d'État qui, à un moment donné, ont une certaine consécration parce que la réglementation, après coup, reboucle vers ces produits-là. Et donc, ça devient une reconnaissance légale qui vient renforcer la capacité et le pouvoir de ces startups. Cela étant, je reste prudente. J'en fais pas l'alpha et l'oméga parce qu'on tire la leçon aussi de ces registres publics d'accessibilité. C'est pas parce qu'il y a une obligation en matière d'accessibilité que les acteurs publics comme privés, les publics, ils ont un peu le même fonctionnement quand même. Enfin, certains publics ont eu les mêmes réactions que du privé. N'y vont pas forcément. Et le registre public d'accessibilité en est le parfait exemple pour tout un tas de raisons, hein, y compris de méconnaissance. Mais là, accès libre, voilà, on surfe plutôt sur ces actions et d'essayer de convaincre aussi par plus l'utilité, la pertinence de l'outil au regard des différentes obligations qui ont été déjà là. J'ai été obligée de rendre accessible mon patrimoine. C'est très bien, ça a coûté. Et bien, si on veut un retour sur investissement, il faut faire savoir. Et là, aujourd'hui, l'outil Douane, c'est accès libre, c'est gratuit, c'est mis à disposition. Voilà, on mise là-dessus. Cela étant, il y a quand même des réflexions pour, à un moment donné, rendre obligatoire, d'une certaine manière, accès libre. Ça a été posé sur la table avec nos financeurs cette année. Alors, peut-être une toute petite dernière question qui fera une transition avec la suite. On voit comment collecter ces données. Certains acteurs se posent la question d'avoir une base, un début de base de données. Est-ce qu'il y aurait une référence? Est-ce que vous pourriez indiquer une référence qui permettrait de mettre ça? Alors, on voit que l'IGN diffuse un jeu de données ERP. Voilà. Est-ce que cette information, elle est utilisée également? Ou est-ce qu'elle peut être utilisée par des acteurs qui veulent consolider leurs données? Alors, tout à fait. Enfin, nous, nos données, elles sont à dispo, elles sont mises à jour toutes les nuits sur DataGouv. Le jeu de données, il est à disposition gratuitement.
librement, n'importe qui peut venir le récupérer. On n'a pas encore discuté ou rediscuté avec l'IGN. C'est quelque chose qu'il faudrait que je prenne le temps de faire parce que, notamment via leur BD Topo, il y a cette couche ERP qui est intéressante et les données d'accès libre pourraient très largement mériter d'y figurer. Cela étant, ça pose quand même un problème technique, hein, qui est qu'aujourd'hui, ce que diffuse l'IGN sur la BD Topo, ce sont des données qui ne ressemblent pas aux informations d'accès libre, c'est-à-dire que l'IGN, si on devait venir partager nos données avec l'IGN, il faudrait que l'IGN se mette en cohérence, notamment avec le standard, ce qui a du sens, hein, mais ça a un impact côté développement pour l'IGN. Et l'IGN aujourd'hui, la base qu'ils mettent à dispo, c'est une base d'ERP qu'ils ont récupérée auprès d'un certain nombre de DDT, notamment de SDIS. Et il y a un point de vigilance à avoir en matière de fraîcheur de ces données. Il y a certains ERP qui sont extrêmement pérennes et stables dans le temps. Vous prenez un musée, voilà, on va prendre le Louvre. En toute logique, il est là depuis je ne sais pas combien de siècles, depuis 200 ou 300 ans, et il devrait encore être là pour les 200 prochaines années. Il y en a d'autres. Vous prenez le kebab du coin, il y en a certains, au bout d'un an, ils sont fermés et renouvelés. C'est sur ces ERP-là qui constituent un flux très fort que aujourd'hui, les infos présentes sur l'hygiène peuvent mériter une réactualisation. C'est pas la faute de l'hygiène, c'est que sur les ERP qu'ils ont récupérés de certains acteurs, SDIS et d'autres, ce sont sur ces bases-là. Alors pas les bases 10, mais les bases en DDT peuvent manquer par moment de fraîcheur parce que dans les pratiques, on n'est pas sur une gestion de flux, ni même sur une gestion du stock, on est sur une gestion d'ERP qu'on rentre à partir d'une instruction. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là. Du coup, pour pas grignoter le temps qu'on a, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Et donc, les questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc, Julia, vous pouvez y répondre directement dans le texte, hein, bien sûr, ou sinon, on y répondra dans une FAQ quand on mettra en ligne les ressources du webinaire. Je vais y répondre au maximum. Super. Merci beaucoup. Du coup, j'invite Thomas à se préparer. Et voilà, je vous ai placé votre présentation. Merci beaucoup, Julia, et à vous, Thomas. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, Thomas Lapierre, donc, je suis à la DDT de l'Aube, en charge de l'accessibilité notamment. Donc, nous, on a mis en place un suivi des établissements recevant du public parce que on s'est aperçu qu'on nous en papahutait sur des décisions que la sous-commission départementale d'accessibilité avait prises. On avait aussi des questions des membres associatifs de la sous-commission sur les dossiers qui ont été refusés et combien de temps ils mettaient pour être redéposés ou s'ils étaient redéposés. Ce suivi aussi a été nécessaire parce que dans les centres-villes ou les gros centres commerciaux, on avait pas mal de mouvements importants dans les commerces. Donc, pour suivre les enseignes qui bougeaient d'une cellule commerciale à une autre, il fallait s'accrocher des fois. On avait aussi été dans l'impossibilité de savoir si une commune suivait bien son agenda d'accessibilité programmé. Incapable de dire est-ce qu'on a eu des autorisations de travaux pour chaque bâtiment ou pas. Et notamment, et aussi dans ce tableau de suivi, on a toutes les dérogations varient. On avait la sensation qu'il y avait des dérogations varient partout dans le département et on avait du mal à quantifier et à visualiser la chose. Donc, la solution qui a été mise en place a été un tableau de données. Clairement, c'était principalement tous nos tableaux d'enregistrement des autorisations de travaux
ils sont obligatoires dès qu'on crée, modifie ou on aménage un établissement recevant du public. Donc on est remonté jusqu'à 2009 et depuis 2009 à aujourd'hui, ces tableaux d'enregistrement se sont étoffés en termes de renseignements d'information. Il a fallu donc harmoniser les différentes pratiques et surtout les sources de données et les données qu'on voulait mettre dans ce grand tableau. On a aussi injecté la liste des ERP que les pompiers ont. Et une fois qu'on avait tout ce grand listing, il a fallu supprimer les doublons, les triplons, en se basant sur les adresses postales. En faisant attention aussi, on avait des ERP qui avaient des adresses quand ils étaient au coin de 2 rues ou alors qui donnaient sur 2 rues à l'opposé. On est parti sur un système d'un tableur calque. C'est un outil de bureautique que tout le monde peut maîtriser. On n'est pas parti sur Access, qui est plutôt un outil d'informaticien. Tout le monde peut y accéder sans avoir de connaissances informatiques importantes. Et donc, de tout ça, on est passé de 15 000 ERP avant un tri à peu près à 10 000 ERP. En termes d'information, on retrouve bien sûr l'adresse. On a mis en place une codification interne en DDT, c'est le code INSEE de la commune, puis un numéro à 4 chiffres de suivi, pour pouvoir attribuer un numéro à un bâtiment et retrouver plus facilement son historique. On a aussi un système de code couleur en fonction de l'année de dépôt du dossier. Et comme c'est un tableur Excel, il est facile de faire des filtres. Donc, chaque ERP a au moins une ligne. À chaque fois qu'il y a une autorisation de travaux qui est déposée, ça fait une ligne. À chaque fois, si l'établissement est dans un agenda d'accessibilité programmée, c'est encore une ligne avec des informations. S'il y a une attestation sur l'honneur, comme quoi il est accessible, ou une attestation de fin de travaux, ça fait encore une ligne en plus. Et toutes ces lignes permettent d'avoir un historique. Donc, et cet historique, c'est ce qu'on appelle, nous, l'antériorité. Donc, quand on reçoit un nouveau bâtiment, on sait si ce bâtiment-là, il est connu de la DDT ou inconnu. Est-ce qu'on a déjà traité il y a quelques années ou pas? Et puis, des fois, il y a des changements d'adresse ou de renommage de société, donc on peut suivre. Donc, la mise à jour de ce tableau, il est fait en continu. Je le fais mensuellement. Donc, tous les mois, il y a une séance de la sous-commission qui valide des dossiers. Et à l'issue de cette validation, le tableau de suivi est à jour. On a dans ce tableau-là les attestations sur l'honneur, comme quoi le bâtiment est accessible, qu'on a reçues dans le mois, et les attestations de fin de travaux qu'on a reçues dans le mois. Donc, ce qui fait que quand on consulte notre tableau, il n'y a que le dernier mois qui n'est pas encore dans ce tableau, donc on n'a pas la donnée, mais on la trouve dans nos tableaux d'enregistrement. Et ce tableau-là, il est aussi en accès libre à nos collègues en charge des subventions de l'État qui peuvent vérifier si la commune a déposé une autorisation de travaux. S'il n'y en a pas, eh ben, on bloque le versement de la subvention. Et pour les travaux de voirie, s'il y a une dérogation voirie, le collègue il peut accorder le versement de la subvention ou pas. Et il sait que, grosso modo, s'il n'a pas l'information, il peut reboucler avec nous parce que peut-être que le dossier est en cours d'instruction. Donc, toutes ces données qu'on agrège tranquillement, eh ben, on les met en valeur en cartographie. Là, la cartographie, c'est celle du département de l'Aube avec l'avancement des ADAP communaux uniquement. Là, c'était au 1er janvier 2022, mais il y a la carte chaque mois. Et avec un code couleur, plus c'est rouge, plus c'est en retard, et plus c'est vert foncé, plus la commune est
respecte ses obligations en matière d'accessibilité. Après, le souci qu'on a dans ce genre de carto, je peux le faire pour les communes, parce qu'on connaît le patrimoine bâti de la commune, des collectivités locales en règle générale, mais pour ce qui est le patrimoine privé, c'est impossible de le savoir, parce que tout le monde ne dépose pas des autorisations de travaux, et il y a des changements d'enseigne, même les communes ne sont pas au courant dans les grandes communes. Dans les grandes communes comme Troyes, où il y a 3000 ERP, et il y a des changements d'enseigne qui passent à la trappe. Et ça, ce genre de carte est à la disposition de nos membres de la sous-commission et est présenté une fois par an en session plénière en préfecture où il y a les pompiers, les représentants de l'Association des maires de France et les associations d'handicapés. Ce qui permet de voir quels sont les bons élèves et les mauvais élèves. Après, on a aussi le même système pour les dérogations voirie. On a deux cartes. Il y a une carte où il y a au moins une dérogation voirie accordée par commune et une deuxième carte où il y a le nombre de voiries sous dérogation. Et cette carte-là nous a permis de visualiser que, des dérogations voirie, il n'y en a pas partout dans le département, il y en a surtout dans le sud-est du département, qui s'explique par la topographie naturelle du terrain. C'est les côtes des Barres, c'est pas plat, donc forcément les collectivités locales sollicitent beaucoup de dérogations voirie. Voilà, je suis arrivé au bout de ma courte présentation. S'il y a des questions, je les prends. Voilà. Ok, merci beaucoup Thomas. Alors, vous évoquez vraiment la difficulté de suivre des objets aussi dynamiques que les ERP, aussi bien dans les milieux ruraux que sur des agglomérations importantes. Et c'est vrai que ça doit être une gestion vraiment importante. Vous parlez d'une nomenclature. Est-ce que cette nomenclature-là, elle est partagée entre les DDT ou c'est plutôt quelque chose d'interne chez vous? Alors, elle n'est pas commune au DDT, mais on s'aperçoit que chaque DDT a plus ou moins un tableau de suivi ou quelque chose qui ressemble. Ok. Là, dans notre tableau de suivi, l'adresse, dans l'adresse, j'ai le numéro de la rue. C'est dans une cellule. La commune est dans une autre case. Je n'ai pas forcément le code postal. Il y a une époque où mes prédécesseurs vérifiaient la surface de l'ERP, si c'était plus de 300 mètres carrés ou moins de 300 mètres carrés. Donc ça, c'est une information, on n'a jamais compris pourquoi ils en avaient besoin, donc ça, on l'a supprimé dans ce tableau de suivi, mais on a principalement l'adresse, la catégorie, donc c'est l'importance de l'ERP, de 1 à 5, il y a le type, donc c'est lié à l'activité de l'ERP, le nom de l'ERP, son gestionnaire, et puis après, il y a les références internes, le numéro du dossier que nous, on donne en interne, sa date d'enregistrement, sa date de passage en sous-commission, les avis qu'on rend, si c'est favorable ou défavorable, et aussi l'origine de la souleur est fait à 1000 lignes. Il y a à peu près 8000 ERP comptabilisés par la DDT. Les pompiers sont bizarrement à moins de 5000 ERP. Donc, on essaye d'être le plus exhaustif possible. Ok, merci Thomas. Clara, est-ce qu'il y a des questions Alors, très rapidement, parce que le temps file, votre cartographie semble intéresser pas mal de monde, notamment pour la Moselle. Les données, est-ce que elles pourraient être accessibles et partagées? Sur le principe, oui. Après, ça dépend ce qu'on entend par partager.
Moi, c'est une carte que pour l'instant, je diffuse pas trop à l'extérieur des institutions parce que elle est à... Bon, la voirie, c'est pas gênant, mais voilà, cette carte-là, elle est à double tranchant. À double tranchant dans le sens, si je suis une commune qui n'est pas à jour, c'est me dire mais pourquoi je vais me mettre à jour puisque je fais partie des deux tiers des communes de l'Aube qui ne sont pas à jour. D'un autre côté, ça peut aussi valoriser les 50 communes qui sont accessibles. Voilà, pour l'instant, c'est les associations qui sont au courant. Quand on me demande de la sortir, je la sors. Voilà. Oui, là, c'est plus des documents de travail, des documents de suivi, en fait. C'est pas forcément des documents de communication. Et du coup, alors si la personne qui souhaite avoir cette carte, éventuellement, peut-être qu'on pourrait lui transmettre, mais de là à la rendre accessible librement sur Internet, ça, c'est encore autre chose, du coup. Voilà, après, c'est à double tranchant. Après, nous, on s'aperçoit par expérience que, bon, là, la carte est plutôt orangée, mais on sait que nos communes, on fait le nécessaire. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui manque, c'est la paperasse. C'est les 4 pages de formulaire à remplir, un passage en sous-commission. Le travail est fait physiquement, mais juridiquement, c'est pas fait. Okay. Et tous les 3 mois, je fais des piqûres de rappel et tous les 3 mois, on a une petite vague de dossiers en plus. Voilà. Les collègues instructeurs ne sont pas contents, mais d'un autre côté, on fait rentrer des communes dans le dispositif. Et puis, les petites communes qui n'ont pas de service technique, on essaie de les accompagner au mieux. Et puis, les grandes, on les accompagne aussi, mais comment elles ont des compétences derrière, et ben, on est plutôt là quand ils ont des dossiers importants que ça coince. Sur la ville de Troyes, toutes les églises sont quasiment monuments historiques. Donc, à partir du moment où on touche à un monument historique, il y a l'architecte des bâtiments de France qui peut mettre son veto. Et dans l'Aube, l'architecte des bâtiments de France, on se cause et on trouve des solutions qui satisfassent à tout le monde. En tout cas, merci pour cette réponse. Ça pose la question de l'open data, surtout qu'on est sur des autorisations de travaux. En fait, la centralisation de données sur des autorisations de travaux, les questions sont en lien avec l'open data sont justifiées. Voilà, mais on pourra y répondre ultérieurement pour laisser un peu de place à la dernière présentation. Ouais, ok. Oui. Et ben, du coup, on invite Marc à se préparer. Merci beaucoup Thomas. Alors du coup, toutes les questions qui sont dans l'onglet questions, on les note bien et on essaiera d'y répondre par la suite. Marc, je vais lancer votre présentation. Voilà, et on vous laisse la parole. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Marc Peter, je travaille à la direction des espaces publics et naturels et je suis aussi une casquette de correspondant Ville Handicap au sein de ma direction. Et mon parcours de carrière a été principalement dicté par une étape importante, c'est-à-dire j'étais chargé en tant qu'ingénieur travaux sur la construction des 2 premières lignes tramway, donc sur les aménagements de surface qui nous a obligés à travailler énormément sur le domaine du handicap, puisque vous le savez certainement, Strasbourg était la première ville en France à avoir un tramway à plancher bas intégral. Donc, il était important aussi que les personnes arrivent jusqu'au tramway. Ça ne sert à rien d'avoir un tramway accessible si on n'arrive pas au tramway. Donc, je vais vous présenter un petit peu les étapes d'élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics dans ma collectivité. Les quelques étapes principales, tout doit démarrer par la prise d'un arrêté communautaire qui acte le démarrage de l'élaboration du PAV. Une étape très importante, collaborative avec les associations. Je vais vous détailler un petit peu le travail qui a été mené avec eux. Sur cette base-là, un travail de réflexion sur la méthode de travail. Je vous montrerai aussi les différentes étapes. Ensuite, il faut aller sur le terrain, voilà, faire tous les levés. Proposer une programmation sur la base de coûts, donc
tout le travail sur les estimations des coûts. Et l'étape finale, c'est l'approbation du PAB en Conseil de l'Eurométropole avec une révision qu'on a choisie à peu près tous les 3 années. Alors, quelques petites photos pour vous montrer un petit peu le type d'anomalie qu'on relève un petit peu sur le terrain. Il y a un petit peu les obstacles, armoires, autres ou candélabres qui sont sur les trottoirs, l'absence des abaissements de trottoirs ou de dispositifs pour les aveugles. Alors, on va toucher principalement 2 types de handicap, le handicap aveugle et moteur. Voilà encore d'autres types d'anomalies qu'on va relever, mais on est allé, comme je vous le montre sur la photo de gauche, à aller jusqu'à relever les débords des propriétés privées, genre arbres ou autres, qui débordaient sur les trottoirs. Ça a aussi fait l'objet du relevé. Alors, première partie, c'est déjà sur la base de l'arrêté du 15 janvier 2007, dresser un petit peu toute la liste des anomalies qu'on allait relever sur le terrain et les classer aussi par famille pour retrouver un petit peu, vous le verrez dans des documents graphiques, retrouver un petit peu cette information. Mais derrière aussi, par type d'anomalie ponctuelle, y mettre un petit chiffrage pour estimer le coût de levée de cette anomalie qui nous permettra de proposer un chiffrage global en vue d'une programmation. Alors là, voilà, je vous ai juste affiché 2 familles principales qu'on a relevées, la planéité du sol, voilà, un petit peu sur les dévers ou autres, et sur le relief, c'est principalement les obstacles qui ressortent du sol, les armoires, les candélabres ou autres. Et ça ne nous a pas suffi, l'arrêté, si on le prend tel quel, c'est accessible ou pas accessible, c'est blanc ou noir. On travaille sur avec les associations, je vais vous donner un exemple. On parle de 1,40 m libre de tout obstacle sur le cheminement au niveau des trottoirs. Alors que finalement, quand la personne arrive dans un bâtiment, au niveau de la porte, on va accepter 90 cm de largeur. Avant l'arrêté de 2007, on a accepté aussi des rétrécissements ponctuels de 90 cm au niveau des trottoirs. Donc, on a travaillé avec les associations pour définir des degrés d'inaccessibilité selon 3 parties, l'inaccessible, le peu praticable et l'inconfortable. Donc, l'inaccessible, effectivement, là, on ne peut pas du tout passer, mais il y a des degrés intermédiaires et ces degrés et ces limites ou ces bornes ont été définies avec les associations en faisant pratiquement 4 parcours sur le terrain et en définissant, en regardant individuellement les problèmes d'accessibilité en fonction des types de handicap. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière parce que je suis allé un petit peu trop vite. Dans notre classification et dans notre code d'anomalie, on a aussi essayé de cibler le type de handicap que ça concernait, notamment donc la deuxième colonne, si c'était principalement un handicap moteur ou handicap visuel qui était concerné. Dans une volonté peut-être ultérieure de proposer des parcours adaptés en fonction des types de handicap. Je vous rappelle qu'on est en 2009-2010, on est un peu loin de la LOM. Ce qui nous a fait, une fois qu'on était parti sur les levées sur le terrain, donc qui nous a pris à peu près 1 an et demi, la moitié a été fait en régie, et pour que ça avance plus vite, on a lancé un marché complémentaire avec 2 cabinets de géomètres. Une visualisation, donc un plan par commune ou par quartier qui visualise bien le type d'anomalie rangée par famille. Donc, relief, planéité, comme je vous ai montré un petit peu, aspect dimensionnel, avec un code couleur par degré d'inaccessibilité, mais j'ai aussi souhaité à l'époque qu'on travaille aussi sur la texture de l'affichage de ces points. Toujours réfléchir, il y a des gens qui voient, surtout dans le domaine du handicap, peut-être un petit peu moins bien, ou qui
des problèmes avec des couleurs. Donc, on a aussi travaillé sur la texture. Ma volonté, c'était que le plan soit compréhensible même en noir et blanc. Travail supplémentaire, on n'avait pas fini dans une volonté de programmation, en se disant sur tout un quartier, toute une commune, il y a peut-être des endroits plus intéressants à traiter en premier. Je pense au vraiment centre-ville, proximité des commerces ou des ERP principaux, qui était plus important de traiter en premier. Donc, échange avec les communes ou les directions de territoire pour leur demander quels étaient les secteurs ou les rues à hiérarchiser en vue d'une programmation. Donc là, je vous montre le code couleur avec deux parties principales, la verte, première intervention, et la rose, intervention à proximité. Alors, donc première partie, degré d'inaccessibilité, deuxième partie, hiérarchisation, ce qui nous a permis un petit peu de mouliner un petit peu ces données et proposer une grille de répartition de la dépense globale par commune. Ce qui a donné ce type de tableau-là, où vous voyez un chiffrage sur le degré d'inaccessibilité et aussi classé par secteur. Donc, prioritaire, immédiat ou autre, ce qui permettait à chaque commune d'avoir une approche où j'attaque en premier l'inaccessible, par exemple, sur le plus logique, sur le secteur prioritaire. Ce qui permet, par exemple, pour cette commune, de se dire, la première douloureuse, si je veux mettre tout en accessibilité, c'est 1 800 000 €. Mais si j'attaque vraiment l'inaccessible sur le secteur le plus important, on va dire le budget à prévoir descend à 280 000 €. Alors, ce travail-là, bien sûr, fait sur les 28 communes et les nombreux quartiers aussi de la ville de Strasbourg. Ce qui nous donne, je vais passer assez rapidement sur ce tableau-là pour ne pas déborder, on a relevé plus de 60 000 anomalies sur le territoire et au fur et à mesure des révisions, il y a une baisse des anomalies. Je vous expliquerai un petit peu comment elles baissent, mais lorsqu'on intègre, on fusionne des communes supplémentaires, on intègre aussi des anomalies supplémentaires. Donc, à un moment, le gain s'est un petit peu estompé en intégrant des communes supplémentaires. Le maintien de la base, comment ça se passe actuellement? On fonctionne principalement par suppression des anomalies. Chaque anomalie ayant un numéro propre, il y a 3 sources principales au niveau des travaux sur l'espace public. Il y a des services maîtrise d'ouvrage qui réalisent leur opération. Et dans le cadre du transfert de l'ouvrage, font une fiche et en fin de compte, le service gestionnaire de la base supprime les anomalies sur les endroits où il y a une intervention. Il peut y avoir aussi des interventions ponctuelles du service gestionnaire, donc il y a des fiches de différents niveaux pour supprimer un petit peu ces anomalies, sachant que la base, initialement, vous avez vu la première représentation, c'était, je me rappelle, dans les années 2010-2011, c'était sur une représentation AutoCAD avec un fichier Excel joint pour gérer les attributs. Tout a été basculé sous le logiciel QGIS qui permet qui est vraiment plus adapté. C'est un système d'information géographique pour gérer ces données et faire des extractions. L'extraction a lieu notamment lors de l'élaboration d'un cahier des charges pour une nouvelle opération où il y a un volet accessibilité avec l'extraction des anomalies sur le secteur qui sera concerné par les travaux. Et cette partie-là pour être enseignée lors de la remise de l'ouvrage qui pointe la suppression des anomalies qui existaient. Alors,
comment ça se représente actuellement? Ben, sous QGIS, vous voyez un petit peu l'évolution par rapport au plan AutoCAD de l'époque. Chaque point, lorsqu'il est pointé, ben, on va retrouver le code d'anomalie, l'année de levée de cette anomalie, et éventuellement, il y a la gestion aussi de la suppression de l'anomalie, sachant que dans la base, le point n'est pas supprimé, bien sûr, il y a juste une date de suppression de l'anomalie qui est rajoutée dans les attributs. Et étape finale, c'est basculer le tout en open data sur la ville de Strasbourg, où on va retrouver point par point, vous avez le code d'anomalie et le type d'anomalie, et ce qui permet effectivement d'utiliser ces données en vue d'applications ultérieures. Voilà. Je suis allé un petit peu vite, mais moi j'ai respecté mon temps. Et voilà, je reste pour toutes vos questions. Merci beaucoup Marc pour la présentation de cette démarche. Alors j'aurais une première question à vous poser. C'est en voyant les captures d'écran que vous nous présentez dernièrement là, est-ce que le PCRS vous est utile pour gérer l'accessibilité Alors, il nous a été utile dans notamment par rapport à la saisie sur le terrain. Alors, on est passé par deux phases, la phase 2010-2011 de levée sur le terrain, où on n'avait pas les outils genre tablette ou autre qu'on a actuellement, où on pourrait importer ces parties-là. Donc, on a fonctionné avec des mappeurs, style Magellan ou autre, ou avec le service géomatique et connaissance du territoire, on a dû faire des exports un petit peu allégés pour pouvoir avoir des fonds de plan pour pouvoir saisir un petit peu sur le terrain. Et la deuxième phase pour l'intégration des 5 nouvelles communes, donc en 2018, quand on a fait le travail, là il y a vraiment eu un travail avec le service géomatique et connaissance du territoire qui nous a mis à disposition des tablettes avec des menus déroulants sur lesquels on pouvait pointer le type d'anomalie et le pointer carrément sur le fond de plan et le positionner précisément. Donc oui, bien sûr, le PCRS, c'est la base du lever sur le terrain. On a, alors ce que j'ai pas dit, voilà, on a parcouru à peu près 1500 km sur le terrain. Il y a des gens qui ont marché, c'est sûr. Mais la volonté, c'était vraiment avoir un inventaire très complet, commune par commune, et pas dire mon plan on passe, c'est des recommandations générales. Voilà. Donc, sur ce type d'abaissement non réalisé, voilà l'aménagement type qu'il faut réaliser. Ça, effectivement, là aussi. Mais là, on a vraiment l'inventaire très précis de chaque type d'anomalie. Ok. Merci beaucoup, Clara. Est-ce que tu as repéré quelques questions auxquelles Marc pourrait répondre ? Oui, alors la première a été répondue concernant les périphériques utilisés pour la saisie de terrain, donc des Magellan. Une deuxième question. Je les mets sur le bon coin, ils ne servent à plus rien si jamais ça intéresse. Oui, parce qu'effectivement, ça datait, ça datait un peu. Qui rejoint alors une question plutôt en lien avec un reversement de ces données. Est-ce qu'il y aurait une volonté de passer ça dans OpenStreetMap? Donc c'est une des questions qui est posée. Alors, cette partie-là, moi je ne peux pas vous répondre. On vous répondra en décalé puisque maintenant ces données-là sont transférées à un autre service gestionnaire ou autre. Mais après, je ne vois pas la difficulté de le faire. Ok. Et là,
Merci. Hein. Le dernier petit point, c'était en lien avec effectivement donc ça date un peu cette démarche, mais elle est quand même maintenue. Il y a certainement aujourd'hui un nouveau standard utilisé dans QGIS, un profil NetEx, ça fait partie de la question, donc posée par Madame Diligent. Est-ce que ça c'est une évolution qui est prévue de la donnée, par exemple? Alors ça, c'est une question que M. Trévisan aurait pu répondre, mais là, il n'est pas en ligne. Donc ça, on va aussi vous répondre en décalé. Hein. On répondra en décalé. Très bien. Voilà. Très bien. Bien, écoutez, merci à tous. Donc, il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Elles sont bien notées. Elles seront transmises aux intervenants et on les mettra en ligne dans une FAQ pour ce webinaire. Voilà. Écoutez, merci à tous. On va pas trop déborder au-delà de midi. C'est l'occasion pour moi de conclure ce webinaire, de remercier encore une fois tous les participants parce que vous étiez nombreux, vous étiez presque 55 à nous suivre. Et puis remercier aussi, bien sûr, tous les intervenants qui ont contribué avec leur présentation à nous éclairer sur la thématique de l'accessibilité. Voilà, merci à tous. Très bonne journée et puis à bientôt sur Data Grand Est ou en présentiel à la journée du 29 novembre à Strasbourg. Merci à tous. Oui, au revoir.